France 24 et RFI présentent. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes à la télé sur France 24, à la radio sur RFI, Radio France Internationale. Merci à nos partenaires du Bureau en France du Parlement européen, de la Commission européenne, de la mairie de Paris. Nous sommes installés aujourd'hui place de la République pour célébrer la fameuse Journée de l'Europe. Alors évidemment, nous avons un petit peu un jour de retard sur le jour qui est véritablement le 9 mai, il y a 75 ans. C'était la déclaration Robert Schuman qui donnait le feu vert à une construction européenne inédite. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous d'une Europe très concrète, du quotidien, des thèmes qui vous préoccupent et dont on espère qu'ils préoccupent aussi l'Europe, le logement et le climat. Oui, le logement et le climat, ce sont deux grands défis pour l'avenir des citoyens européens. Où logez-vous et sur quelle planète? Alors vous êtes nombreux et merci à être venus assister à ce débat aujourd'hui pour poser des questions à nos intervenants de qualité et de plusieurs nationalités. Pour vous aider à les préparer, quelques éléments. La crise du logement frappe l'Europe entière. Ces 8 dernières années, les prix ont augmenté de 48% dans l'Union européenne. Sous le coup de la concurrence des hébergements touristiques de courte durée, les fameux Airbnb, et dans le contexte d'un marché de la construction en berne. Alors construire et rénover en respectant l'environnement, c'est aussi l'une des impulsions que voudrait donner l'Union européenne. Un Européen sur 4 a vu son logement rénové ces 5 dernières années. Le but affiché de l'Union européenne, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050 à travers toute une série de textes du pacte vert. Seulement, voilà, certains en Europe voudraient ralentir un peu sur les réglementations climatiques. Logement et climat sont-ils vraiment des priorités de l'Union européenne? Pour en débattre aujourd'hui... Eh bien d'abord, Philippe Claus, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé aujourd'hui tout droit de Bruxelles par l'Eurostar, Bruxelles, la capitale européenne et belge, dont vous êtes le bourgmestre, le maire pour les Belges. Depuis 2018, vous avez lancé un grand plan de rénovation des logements sociaux, les oubliés du climat, ça tombe bien, c'est dans notre thématique. Alors, qui nous vient cette fois-ci des Pays-Bas, et nous l'en remercions. Dirk Geutink, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé néerlandais, très bon francophone, on va l'entendre, du Parti populaire européen, la droite européenne, vice-président de la nouvelle commission crise du logement dans l'Union européenne au Parlement européen. Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée européenne française du parti présidentiel Renew. Vous siégez depuis 6 ans au Parlement, dans l'hémicycle de Strasbourg, une ville dont vous avez été maire de 2001 à 2008. Vous avez aussi été sénatrice et vous êtes aujourd'hui questeur au Parlement européen. Et c'est un peu vous qui tenez les cordons de la bourse. Arnaud Gadcha, bonjour. Bonjour. Vous remplacez aujourd'hui la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui dirige la capitale avec une majorité socialiste et écologique depuis 2014, mais qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Vous êtes conseiller de Paris adjoint en charge des questions européennes à la mairie de Paris. Alors bienvenue à tous. Nous allons initier le débat avec nos invités sur ces questions du logement et du climat, puisqu'ils pourront développer ainsi leur vision. Et puis nous ouvrirons la discussion à la salle dans une vingtaine de minutes. Avec nous, à peu près 120 personnes, un peu plus avec tous ceux qui sont debout derrière. Donc préparez bien vos questions sur ces deux thèmes. Alors Philippe Claus, on commence par vous. Vous êtes maire de Bruxelles, on vient de le dire. Il y a eu une très forte augmentation des prix du logement dans votre ville, 5%, même 15% sur les 2 dernières années. Être la capitale européenne où circulent plus de 30 000 fonctionnaires européens, ça fait clairement flamber les prix. Alors, quelles solutions on peut apporter à la fois sur le plan local et sur le plan européen à cette crise? D'abord, c'est parce que nos villes ont du succès. On sait qu'en 2050, près de 70% de la population mondiale vivra dans les villes qui ne représentent que 2% du territoire du monde. Donc en fait, cette densité urbaine, elle permet aussi de répondre à des grands défis climatiques. On le sait que l'étalement urbain des villes comme Los Angeles, c'est vraiment une catastrophe. Donc il y a cette concentration, mais en même temps, il faut pouvoir y vivre. Et donc, plusieurs réponses à ça. Alors c'est vrai qu'il y a un grand exemple européen qui est la ville de Vienne, qui a réussi à avoir plus de 40% de son logement qui est public. Ça veut dire qu'elle arrive à prendre en considération dans ce qu'elle a à gérer le fait de construire ses logements. Mais au-delà de cela, c'est-à-dire que ce carcan territorial dans lequel sont parfois nos villes, il doit pouvoir se développer en permettant à tout le monde d'y habiter. Puisqu'en fait,
attirant de plus en plus, ayant de plus en plus de succès, eh bien, on va devoir parfois un peu monter pour dégager de l'espace public plus bas. Donc, il ne faut pas avoir peur toujours, comme j'entends parfois, dès qu'une ville fait un rez-de-chaussée plus 2 étages, voilà, c'est pas ce qu'on veut. Non, on va pouvoir monter pour densifier. Et il faut que les pouvoirs publics prennent leur part aussi d'avoir des logements publics qui soient plus abordables. Et aussi qu'il n'y ait pas un déterminisme, qu'il y ait un accès à la propriété qui puisse être fait. À la fois, on peut être locataire une partie de sa vie, puis devenir propriétaire. Il y a beaucoup de programmes qui peuvent être mis en place. Et l'Europe, à quoi peut-elle servir là-dessus? On le sait, on a cette problématique des Airbnb. C'est vrai, toutes nos grandes villes, métropoles qui ont du succès dans le tourisme connaissent ça, mais aussi par les fonds européens qui peuvent être développés pour construire justement des logements durables dans nos villes. Alors, Dirk Gutting, aux Pays-Bas, justement, votre pays, il y a aussi forte progression des prix du logement. C'est encore plus vrai en Espagne, dans les pays du Sud, etc., mais c'est vrai aussi aux Pays-Bas. À travers l'Europe, ça représente entre 10% et 25% du revenu des familles. Il y a donc de moins en moins d'habitations disponibles aussi. C'est une crise qui touche l'ensemble du territoire européen. Comment l'expliquer? Comment en sortir? C'est une question très très compliquée parce que ce n'est pas juste des questions locales qui gèrent. Souvent, il y a un problème de générationnel que les jeunes ils accèdent plus au logement abordable. Ici, par exemple, à Paris, ou tous les capitaux d'Europe, les jeunes, en fait, ils peuvent plus y vivre. Et surtout, si on a des idées d'avoir des enfants, mais quelle idée? Parce que des enfants à Paris, c'est presque du luxe. Souvent, au moins mes amis français, ils sont à Rennes, ils sont à Nantes, ils sont à Toulouse, dans la périphérie. Et ça, c'est un vrai problème que les jeunes n'ont plus une perspective de pouvoir acheter, même s'ils ont 2 revenus dans un couple, ils n'ont plus une perspective d'accéder au marché de l'immobilier dans la capitale. Je pense que c'est le même problème partout, et ce n'est pas que les Airbnb qui font ça. C'est aussi une dynamique de marché, c'est une dynamique de comment nos économies fonctionnent en ce moment. Alors, justement, sur la ville de Paris. Sur la ville de Paris, Arnaud de Gatcha, la crise du logement, vous y êtes vraiment confronté. Et ce que vivent les Parisiens, eh bien, c'est ce que vivent presque tous les Européens. Comment en est-on arrivé là? Quel est le diagnostic? Je crois que Philippe Claus l'a bien dit, c'est-à-dire que nos villes font en même temps attirent énormément de plus en plus d'habitants. Les gens viennent habiter dans les villes, à peu près 75% des Européens vivent dans les villes. Et puis, ils sont confrontés au fait qu'il faut trouver du logement. Alors, ça a été un des marqueurs importants de la maire de Paris et de sa majorité, c'était comment répondre à ce défi. Et pour cela, il y a eu des investissements majeurs qui sont faits et dans le logement social, mais aussi dans ce qui s'appelle le logement abordable. Je vais donner 2 chiffres qui illustrent un peu l'enjeu dans lequel nous sommes confrontés. En 2024, c'est 625 millions d'euros qui ont été investis. Nous serons à 800 millions en 2025. Donc il y a un moment, pour répondre à ces besoins, comme vous avez dit, ce sont des investissements financiers lourds. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous coordonner entre maires européens pour trouver aussi les financements qui vont permettre de dégager les marges de manœuvre financières, parce que tout ne peut pas peser uniquement sur les budgets des villes. Il y a évidemment des acteurs nationaux, des acteurs de la Commission, l'Europe, qui doit pouvoir être des partenaires pour répondre à ces enjeux auxquels les villes sont confrontées, et Paris en particulier. Alors Fabienne Keller, eurodéputée française, on a créé tout de même cette année, enfin depuis la nouvelle commission, un commissaire européen, Dan Jorgensen, donc un Danois, qui a dans son intitulé le logement, et ça c'est une nouveauté. On affiche une vraie volonté en Europe avec la création de cet intitulé, mais est-ce que c'est une priorité véritablement pécuniaire dans les textes? Est-ce que vous le constatez? Alors oui, la réponse est oui. C'est une nouvelle priorité européenne et la majorité, puisqu'on gère ça en majorité avec le PPE, Renew, dont je fais partie, et les socialistes, a décidé d'une part de solliciter un commissaire européen dont la seule fonction, la seule mission, c'est le logement. Et le Parlement européen a créé une commission pour le logement. L'idée, c'est, on vient de le voir, toutes les villes européennes en fait, font face à ce défi. Comment on peut d'une part essayer d'identifier des stratégies qui permettraient d'épauler les territoires dans la réponse à ce défi, et d'autre part, à la mode européenne, regarder les bonnes pratiques. Pour en citer une, par exemple, il y a toute la question des transports associés.
comment faire que la ville-centre soit bien irriguée par tout son territoire. Tout le monde ne doit pas forcément habiter au cœur pour y travailler ou pouvoir y venir régulièrement. Alors, toutes les villes ont de belles initiatives en la matière, mais partager, regarder ce qu'on fait les uns les autres, c'est les bonnes pratiques européennes qui permettent à tous de progresser. Dirk Gothic, le logement a aussi un impact sur le climat. En France, par exemple, le logement représente 18% des émissions de gaz à effet de serre, ces fameux CO2 qui réchauffent la planète. Et il y a une directive européenne, une nouvelle directive européenne qui est entrée en vigueur en mai 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Elle vise à accélérer la rénovation thermique, qui est un enjeu, on le sait, majeur. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique ou de l'affichage et est-ce qu'on a les moyens de mener ce chantier ? Moi, ce que je vois, c'est que la transition, on le vit déjà. Comme vous avez dit, un quart des Européens ont déjà investi dans l'isolement ou dans le change de rénovation de leur maison, et souvent pour des raisons énergétiques. Ils ont changé leur système de la chaudière, ils ont isolé le toit, ils ont fait plein de choses. Ça coûte énormément de l'argent. Je pense souvent qu'on sous-estime les frais pour les citoyens de faire ça pour votre maison ou appartement. Du coup, on voit cette transition. Pourquoi ? Parce que ça a du sens. Parce qu'on ne peut pas baisser, mais réduire l'augmentation du prix de l'énergie qu'on paye chaque mois. Et c'est ça le but principal pour les citoyens qui le font. Du coup, moi, je ne vois pas qu'il y a maintenant une espèce de freinage sur les ambitions. Les ambitions sont là, ils sont dans les textes, ils sont dans les lois. Est-ce qu'on met les moyens ? Est-ce qu'on met les moyens ? Mais souvent, je pense qu'on veut aller plus vite que le pouvoir d'achat des citoyens puisse suivre. Et parfois, j'ai l'impression qu'on ne reconnaît pas les avancées qu'on a déjà faites et qu'on est en train de faire, chaque citoyen, et qu'on fustige un peu sur le fait non, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez vite. On vient de mettre 15 000 € à rénover le toit. Et c'est là, sur la télé, ils nous disent qu'on ne va pas aller assez vite. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'on fait beaucoup de choses et ça avance. Mais c'est aussi vrai que si on ne réduit pas les émissions des logements, des bâtiments surtout, qu'on ne va pas arriver à suivre les targets des accords de Paris. C'est clair. Les objectifs. Les objectifs. Philippe Claus, à Bruxelles, vous êtes le bourgmestre, bien sûr. Les oubliés du climat, c'est une initiative qui tend à conjuguer les besoins des mal logés, des plus pauvres, et à rénover les logements sociaux pour faire du bien au climat aussi. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est une des meilleures pratiques. Mais en fait, comme mon collègue l'a dit, dans beaucoup de villes européennes, on a développé des programmes de primes, aussi pour que les gens rénovent. Et en fait, en étudiant où avaient été ces primes, il fallait d'abord être propriétaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et c'était principalement, je dirais, la classe moyenne supérieure qui en bénéficiait. Et donc j'ai appelé ce programme les oubliés du climat, parce que de dire, dans le fond, ceux qui polluent le plus, mais ce n'est pas de leur faute, ils sont locataires dans un logement social qui ne leur appartient pas, et qui ont donc les factures énergétiques proportionnellement les plus fortes, c'est tous ceux qui n'ont pas accès à ces primes. Et donc, sans supprimer ces primes, on a décidé d'investir massivement dans des ensembles d'immeubles en plus extrêmement concentrés et qui étaient les plus polluants. Parce qu'en fait, si on regardait la courbe de ce que nous arrivions à satisfaire avec nos primes sur la toiture, sur le panneau photovoltaïque, sur le double châssis, sur toutes ces choses-là, en fait, on touchait très peu de monde. Alors que la grande concentration des personnes, qui étaient des personnes qui n'étaient pas toujours des personnes allocataires sociales, c'était des personnes de classe moyenne ou de personnes qui commencent dans la vie, des jeunes, mais qui venaient dans ces logements à loyer modéré, en fait se retrouvaient dans des logements qui étaient des passoires énergétiques totales. Et donc on a vraiment renversé la machine pour se dire mais il faut se concentrer où aussi, nous pouvoirs publics qui sont souvent nos logements ou de sociétés dans lesquelles nous avons des participations, pour leur permettre deux choses. Un, de contribuer à un meilleur climat et aussi d'avoir un immeuble plus agréable, parce que si on est passoire énergétique, ce n'est pas très agréable en hiver. Et deux, faire baisser la facture énergétique de ces personnes, puisqu'elles se retrouvaient parfois avec des charges supérieures à leur loyer. Et donc je pense que c'est ça qui est important dans le développement durable et dans le climat. Pour terminer là-dessus, on est souvent braqué sur l'environnement. On oublie que quand on a inventé le concept de développement durable dans les années 90, c'était 3 piliers. Évidemment l'environnement, évidemment l'économie, on le voit que c'est une formidable source économique aussi de pouvoir travailler sur le climat, mais le social ne doit jamais être oublié.
Eh bien, il y a une transition parfaite avec la question que j'ai pour vous, Fabienne Keller, et qui va sur des enjeux plus politiques. Alors, crise du logement, climat, ça creuse aussi les inégalités sociales. On vient d'en parler entre les Européens. Les populations les plus fragiles sont les plus exposées. Alors, elles attendent aussi une protection de l'Union européenne qu'elle n'a pas forcément les compétences ni la vraie détermination politique à leur offrir. Est-ce que vous craignez que ces difficultés quotidiennes puissent alimenter encore les fractures et la montée du populisme? Oui, bien sûr. C'est un risque absolument majeur. Et je dois dire qu'on a été assez courageux collectivement en prenant en main cette compétence logement. Parce que le principe européen, c'est qu'on ne se mêle pas de ce qui est fait mieux au niveau local. Monsieur le maire de Bruxelles vient de parler, il a sa stratégie, monsieur l'adjoint au maire de Paris, chacun vaut mieux qu'il gère en fonction de son climat, hein, on ne gère pas pareil l'impact sur l'environnement à Helsinki, à Athènes ou à Gran Canaria. Donc il faut qu'on trouve le bon niveau d'intervention, mais ce qui est clair, c'est qu'il apparaît que le logement devient une inégalité majeure. Et le confort du logement, ce n'est pas seulement un confort de vie, c'est les tensions familiales. Des gens qui sont trop serrés dans un logement, ça crée de l'énervement quand l'un regarde le match de foot et que l'autre ne peut pas faire ses devoirs ou avoir une conversation. Donc nous prenons... C'est aussi la santé, un logement mal isolé? Absolument, vous avez raison, ou un logement un peu humide ou qui n'a pas toutes les caractéristiques de qualité. Donc nous allons tenter de construire des politiques à l'échelle européenne. Moi, je peux vous dire, à l'échelle de la ville de Strasbourg, ville dont j'ai été maire, nous avons un parc social qui est très important. Donc, on a privilégié ce qu'on appelle la rénovation urbaine, c'est-à-dire des plans avec Jean-Louis Borloo, des plans assez énergiques qui continuent, où on rénove, on investit pour que les gens les plus modestes vivent dans de meilleures conditions. Et on n'investit pas seulement le logement, on rénove les écoles, on rénove les équipements publics sportifs, par exemple, et on fait de beaux parcs pour qu'on plante, pour qu'on modère la température de la ville, parce que la ville très bétonnée, hein, c'est une ville chaude, alors que les masses de terre, et les masses de terre climatisent, en fait, et puis le fait d'avoir la nature apaise aussi, hein, c'est très agréable, cela permet de jouer, cela permet de se rencontrer, cela crée du lien social. Donc il y a aussi des domaines, des territoires où il faut y aller plus fort, parce qu'il y a plus de gens qui sont plus regroupés. Moi, je l'ai fait avec beaucoup d'engagement et on voit que la vie s'apaise. Il faut en même temps accompagner les personnes aussi, parce que le cadre de vie, c'est pas tout. Il faut aussi les aider à avoir accès à des formations, les enfants, à réussir à l'école, et les jeunes filles en particulier, les encourager à être ambitieuses. Mais voilà, la politique climatique, c'est une politique sociale, comme cela vient d'être dit, et c'est une politique pour mieux vivre ensemble. Alors, monsieur Gatcha, les Airbnb ont envahi Paris. D'ailleurs, on va prendre peut-être notre public à témoin qui a un Airbnb à côté de chez lui ou dans son immeuble. Voilà. Ah, il y en a un peu moins quand même. Allez, je vais dire 5-6. Voilà. Mais il y en a quand même 24 000 hein, sur 1,4 million de logements parisiens, 400 000 habités par leurs propriétaires, 350 000 loués. 145 000 secondaires et 145 000 vacants, qui posent évidemment question. Est-ce que, d'abord, on arrive à décréter la chasse à ces fameux Airbnb qui font grimper les prix? Est-ce que ça marche? Et puis, c'est apparemment pas la seule cause de ces prix qui flambent. Non, c'est un enjeu important. Je vais y revenir dans 2 minutes, mais je voudrais reprendre ce qu'a dit Madame la députée Fabienne Keller. Elle a dit qu'il faut que les villes travaillent entre elles, prennent entre elles les bonnes pratiques. C'est ce qui se fait. Philippe Claus, nous voyons souvent, enfin quand je dis nous, avec la maire de Paris évidemment, mais aussi il y a une alliance des maires européens en ce moment sur le logement, menée par le maire de Barcelone, avec le maire de Rome, la maire de Florence. Ils étaient dernièrement d'ailleurs, ils sont allés rencontrer le représentant de la commission qui travaille du Parlement qui travaille sur le dossier, la commission, vous les avez vus, n'est-ce pas? Et ils seront la semaine prochaine à nouveau à Bruxelles pour rencontrer le commissaire Jorgensen et Teresa Ribera. Donc ils agissent parce qu'ils ont tous conscience, ils sont tous confrontés au même problème. Et donc, ils essayent, avec les problèmes qu'ils ont en commun, d'appuyer, d'être une force politique pour pouvoir trouver des réponses auprès de la Commission, notamment, et des institutions européennes. Et notamment sur cet enjeu d'Airbnb. Alors, en ce qui concerne Paris,
Et la France, c'est le législateur, je le rappelle, qui fixe le nombre de nuitées. Ce n'est pas la ville de Paris. En l'occurrence, nous avons demandé une réduction. Aujourd'hui, nous sommes à 90 jours. Mais c'est le législateur qui nous donne 90 jours. Ce serait la maire de Paris. Elle serait exactement dans la même ligne que le maire de Barcelone, qui en 2029 aura arrêté quasiment tous les logements touristiques dans sa ville. Elle, c'est son objectif. Elle souhaite avant tout que cette capitale puisse être la capitale de ceux qui habitent, de ceux qui y vivent. Et par ailleurs, pour cela, il faut réduire drastiquement l'Airbnb. Alors, il faudra sans doute après permettre au cas par cas et redéfinir aussi une possibilité, évidemment, de pouvoir faire appel à du logement pour les touristes qui viennent dans nos villes. Parce que, comme le disait Philippe Claus, c'est aussi, nous sommes des grandes villes touristiques. On ne va pas empêcher, nous sommes très heureux d'avoir autant de touristes. En plus, nous, on bénéficie de l'effet Jeux Olympiques. Donc, continuez à venir à Paris. Mais il faut, et c'est normal, que lorsqu'on est un élu et qu'on travaille pour le bien des habitants, se soucier de leur vie. Et c'est ce que nous faisons à Paris, c'est ce que fait la maire de Paris et l'ensemble de l'équipe municipale. Philippe Claus, avec la construction des institutions européennes, votre ville est devenue la capitale de l'Europe et donc, on en a un peu parlé, elle a subi une forte spéculation immobilière. Est-ce que vous ne payez pas les pots cassés justement de cette construction du quartier européen? Et il y a une rénovation assez emblématique, là, celle du Parlement européen, qui va coûter beaucoup d'argent, entre 450 et 500 millions d'euros, parce que les bâtiments sont énergivores. Finalement, l'Europe n'a pas donné l'exemple. Pire que ça, aujourd'hui, la Commission quitte ces bâtiments, on en a trouvé d'autres pour elle parce qu'elle ne sait pas appliquer à elle-même les règlements qu'elle doit faire appliquer aux autres bâtiments. Mais on a trouvé une solution avec l'État belge, avec l'État fédéral, en fait, créer, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais... La commission est déjà partie et a fait le désiamantage, mais c'est le Parlement qui part maintenant. Hein. Les deux. Non, la Commission a encore plein de DG qui ne sont pas encore complètement aux normes et qui vont bouger dans d'autres quartiers le temps qu'on rénove les bâtiments. Mais c'est la preuve que le défi, il est global. Moi, je pense que tous ces défis sont des opportunités. En effet, au moment de la construction du Parlement européen, on n'avait peut-être pas conscience de tout cela. Qu'aujourd'hui, les performances énergétiques des bâtiments, elles sont essentielles. D'ailleurs, regardez comme les marchés financiers sont calés là-dessus. Demain, vous voulez aller acheter une maison. Si votre bâtiment n'a pas une bonne performance énergétique, vous allez avoir du mal à avoir un prêt. Donc ça va quand même avoir un effet d'entraînement aussi extrêmement important. Et nous, pouvoir public, on doit être là par rapport aux classes moyennes, aux jeunes qui veulent avoir accès à la propriété aussi, pour leur permettre justement de débloquer ces prêts. Mais sur revenir 2 secondes sur Bruxelles... C'est une chance d'être la capitale de l'Europe. On ne va jamais reprocher à l'Europe. En effet, ce n'est pas toujours simple. Attention, à côté de vous, il y a Fabienne Keller qui est en train de tiquer à cause du fait que quand même le Parlement européen est à Strasbourg. Donc redites Madame Keller, ça ira mieux. Rester. Allez, redites-le un petit coup, ça vous libérera. Allez-y. Non, mais je pense que... Non, simplement pour des raisons d'équilibre géographique, on a choisi, au moment de la création des institutions, 3 capitales pour... prendre en compte cette diversité géographique qui est la réalité de l'Union européenne. Oui, donc, et je pense que c'est très bien comme ça, je ne suis pas pour le remettre en cause. Ce que je pense par contre, c'est que vraiment l'Europe a été un vrai accélérateur de ce qu'est devenu Bruxelles. On est une ville de 184 nationalités, on parle 104 langues à Bruxelles, 35% de sa population n'a pas de nationalité belge, et dans ces 35%, 82% sont des Européens. Et les Belges, et les Bruxellois en particulier, sont des vrais europhiles. Parce qu'on pense que c'est le modèle aujourd'hui, dans un monde des empires. Si je l'étends un peu le débat, il dépasse le débat du climat et du logement, mais dans ce monde des empires, sans Europe, nous sommes des nains. Et donc aujourd'hui, il faut continuer à développer cette construction européenne. Et je pense qu'en effet, cette création, et tout ce que mes collègues ont dit sur la création, en effet, d'un commissariat au logement et la façon dont les villes se sont organisées, comme vient de le dire mon collègue de la mairie de Paris, pour dire, mais en fait, nous vivons le même problème à des échelles différentes, sont des lobbies extrêmement positifs pour les citoyens. Dirk Goetting, vice-président de la fameuse commission logement, vous allez être assez mal logé au Parlement européen, il y aura même plus d'hémicycle, etc. Pour voter, ça va être compliqué, mais moitié en distanciel, parce qu'il faut rénover tout ça. Le fameux caprice des dieux, hein, c'est comme ça que s'appelle votre très gros et beau, je ne sais pas beau, mais en tout cas très gros bâtiment. C'est la forme du fromage quand même à Bruxelles. Donc ça c'est effectivement pour une Europe qui s'est promis de réduire ses émissions de CO2 de 55% en 2030 et à arriver à la neutralité de carbone en 2025, il fallait commencer par elle-même, non ?
Ouais, je pense qu'on n'est pas là pour nous loger, on est là pour créer les conditions pour que les citoyens puissent loger. Et la commission parlementaire ne va pas s'occuper de ce dossier du bâtiment du Parlement en tout cas. En parlant du climat, ces changements de lieu tous les mois entre Strasbourg et Bruxelles, climatiquement, on peut poser des questions là-dessus parce qu'on amène beaucoup de camions avec des affaires, des papiers et tout ça vers Strasbourg. Non, Madame Keller n'est pas d'accord. Il n'y en a plus à l'ère du numérique. Ça m'étonnerait que vous utilisiez la malle, monsieur. En tout cas, il y a des endroits dans l'Europe où il y a des gens qui se posent des questions là-dessus. Pour revenir sur le logement, il faut construire des maisons et souvent, les constructeurs ont des problèmes aussi avec des régulations européennes. Et c'est ça qu'on est en train de revoir. Pour donner des permis de construction, il faut suivre la législation. Et il y a plein de législations, et c'est pour ça qu'on travaille sur ça en Europe, qui autour d'un bâtiment, la qualité de l'air, de la terre, de l'eau, les aides d'État, par exemple, ou les manières où on peut acheter des public procurement, je ne sais pas comment on dit ça en des appels d'offres publics, c'est régulé par des législations européennes. Il faut oser aussi revoir des lois qui contraignent aussi la construction. C'est pour l'offre de nouveaux bâtiments pour aussi sociaux et aussi pour les jeunes. Et je pense que c'est très important qu'on fait ça. Et deuxièmement... Des régulations. Dites des régulations, votre parti, le Parti populaire européen, n'est pas très régulateur sur tous les chapitres. Pas régulateur en matière de climat, par exemple, non? Mais je pense qu'on est vraiment dans un moment où il faut aussi avoir un peu une idée que ce n'est pas que les régulations qui changent la société et les vies des gens. La transition écologique va se faire pour une logique aussi que ça a du sens pour vivre mieux et qu'on puisse baisser les frais par rapport à comment on est logé. Et c'est pour ça que chaque fois, et là je comprends que les villes, ils viennent chez nous pour demander de nouvelles lois sur les Airbnb parce que le législateur national, il fait pas ce qu'ils veulent faire à Paris. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai des questions. Pour moi, ce n'est pas nécessairement l'Europe qui doit faire toutes les règles pour toutes les grandes villes sur les Airbnb. Paris peut gérer ça, Barcelone peut gérer ça. Alors, Madame Keller, est-ce que vous craignez que la droite européenne détricote le pacte vert ? Alors, il est clair qu'on a tous collectivement un enjeu de garder le cap, puisqu'on a fixé toute une série d'échéances avec des objectifs. On a voté des lois pour cela, pour y arriver, des lois européennes. Il ne faut pas qu'on cale. Il ne faut pas qu'au moment de la mise en œuvre, on perde de vue ces objectifs. Par contre, il faut peut-être qu'on simplifie, qu'on ajuste, qu'on adapte quand on se rend compte que c'est trop compliqué. Vous n'êtes pas forcément en contradiction l'un avec l'autre. On va essayer, à la mode européenne, on va essayer de trouver des compromis. Alors, très justement, mon collègue a dit qu'il ne faut peut-être pas réglementer le nombre de jours Airbnb en Europe. Non, on fait très attention au niveau européen de ne pas remplacer le niveau national ou local. Parce que là, on se tromperait, ce n'est pas de la bonne Europe. C'est cette Europe-là, parfois, que les Européens rejettent. Par contre, qu'on ait dans certains domaines, d'une part, des politiques d'appui, et puis peut-être certaines règles partagées pour que ce soit plus juste entre États membres, ça, oui. Mais en tout cas, il ne faut pas louper le cap. Mais permettez-moi de faire quand même une remarque sur la question des capitales. Il y avait malheureusement une tradition pour les institutions européennes de ne pas être propriétaires de leurs locaux à Bruxelles. Ce qui fait que les locaux, notamment celui du Parlement, c'était des promoteurs qui l'ont construit. Et à Bruxelles, c'est comme ça. Ils amortissaient leurs bâtiments sur 30 ans. Donc, ils n'étaient pas de qualité. À Strasbourg, comme à Luxembourg, la tradition était un peu différente. À Strasbourg, on est inspiré par les Suisses, très exigeants depuis toujours sur l'environnement, et les Allemands. Et nous avons construit, par des structures publiques, des bâtiments, un exemple très simple, qui sont chauffés et rafraîchis par des pompes à chaleur pour le Parlement à Strasbourg. Donc, ils consomment beaucoup, beaucoup moins que ceux à Bruxelles. C'est une histoire de technique. Et on a la chance d'avoir une ressource d'eau souterraine abondante. Donc, nous nous efforçons de rattraper le temps perdu pour le Parlement européen. Et la décision a été prise
de mettre le bâtiment aux normes. Il est temps. Quant aux allers-retours, je vous invite à les faire dans les trains qui sont organisés pour cela. Je le fais déjà. C'est parfait. Donc l'empreinte est limitée. Je pense que c'est bien qu'il y ait non seulement nos institutions, mais aussi les agences qui soient réparties sur les territoires européens pour que tous les pays d'Europe se sentent comme faisant partie de ce projet européen, même s'ils sont à La Valette, à Malte, même s'ils sont en Espagne ou dans le nord de l'Europe. Alors Arnaud Ngatscha, Oui. vous répondez sur Oui. conseiller de Paris sur Paris, et puis après on va prendre les questions du public, préparez-les, commencez à lever vos mains que je vous identifie bien. Voilà, parfait. Monsieur le député, j'ai peut-être pas été suffisamment clair. En fait, c'est pas sur l'enjeu des Airbnb que se fait la coalition des maires. La coalition des maires se fait essentiellement sur la question du financement du logement, c'est-à-dire aujourd'hui de trouver des fonds, notamment auprès de la Commission, puisque vous savez que la Commission finance principalement les régions, elle ne finance pas directement les villes. Donc c'est faire évoluer cela pour qu'il y ait un financement direct demain de la Commission vers les villes sur l'enjeu du logement. Donc c'est ça. Et la question de la rénovation thermique. C'est en aucun cas le Airbnb qui dépend de la loi française. Et ça, c'est un jeu que jouent les villes françaises, la capitale française, dans sa relation avec l'État. Donc je vous rassure, l'ambition première, c'était la rénovation thermique. Et là, nous avons besoin d'aide de l'Europe. Et puis la question du logement, de financement, ça coûte énormément cher. J'ai donné les chiffres. On reproche souvent à la ville de Paris d'investir énormément d'argent dans le logement. Et bien voilà à quoi sert cet argent. Je le répète, 800 millions en 2025 pour le logement. Alors, nous allons commencer. Merci à tous. D'abord, on les applaudit dans un premier temps pour avoir bien exposé leurs idées. Et puis, on va vous applaudir, vous, parce que vous êtes le public et vous allez poser vos questions. Je vois, alors, relevez les mains, j'en ai vu 3 là, 1, 2, 3. Monsieur d'abord, monsieur ensuite et monsieur. Allons-y. Et puis des filles aussi un peu. Il est de tradition de mettre dans la raison de la crise du logement qui est commun à toute l'Europe. Même des villes comme Berlin qui étaient épargnées, Dublin, etc. La crise du logement est dans toute l'Europe. Bon, il est facile de mettre en cause souvent Airbnb. Moi, je vais vous dire, je vais être politiquement incorrect. Moi, je me demande aussi si la crise du logement en Europe n'est pas liée à notre immigration. Et je peux citer, par exemple, un exemple. Par exemple, il y a eu récemment des élections au Canada. Trudeau était quasiment dans les choux. Il a été sauvé grâce à Trump. Mais pourquoi il était aussi impopulaire? Il était aussi impopulaire parce qu'il avait eu le projet insensé de vouloir amener 500 000 immigrés chaque année au Canada. Résultat des courses, ça a créé une tension sur les logements sociaux et sur même les allocations sociales, donc sur les prestations sociales. C'est ça qui a causé son impopularité. Et donc, par rapport à votre question, monsieur. Même à Paris. Oui. Moi, j'habite dans le 14e. Boulevard Brune, il y a eu un jour un incendie dans un immeuble HLM qu'on appelle les Maréchaux. Tout le monde était dans la cour. Je peux vous dire qu'il n'y avait pratiquement que des familles africaines. Voilà. Bon, alors qui d'entre vous veut répondre à cette question sur la rénovation, ça va. Madame Keller et monsieur Ngatscha. Les questions de logement touchent toute la population. Il y a bien sûr des populations d'origine étrangère qui sont accueillies sur notre territoire, qui, pour la plupart d'entre elles, travaillent, donc elles ont droit au logement. Donc je pense que ce ne serait pas honnête intellectuellement de leur reprocher à eux. Toute notre crise, c'est un classique en situation difficile. Eh bien, la première population qu'on cible, c'est les étrangers. Et c'est bien dommage parce que nous le vivons au Parlement européen. C'est un discours qui est très répété par l'extrême droite, qui est revenue plus nombreuse au Parlement européen en 2024. C'est d'ailleurs cette même extrême droite qui est très opposée aux mesures en faveur de l'environnement, de l'isolation thermique et des populations les plus fragiles. Donc je pense qu'il y a un sujet, migration, pour ma part j'y travaille, mais il ne faut pas tout mélanger et leur reprocher tout ce que nous dénonçons. Oui.
Monsieur Ngacha. Ça, c'était plutôt sur la question sociale et effectivement logement. Madame la députée a posé l'enjeu majeur aujourd'hui. Le problème du logement favorise la montée des extrêmes partout en Europe. Nous le constatons, c'est une réalité. Mais je voudrais quand même signaler que le logement dit social ou logement abordable loge principalement des personnes qui permettent à tous les Parisiens et les Parisiennes de pouvoir avoir des agents qui sortent leurs poubelles, des personnes qui travaillent dans les crèches. Je vois ici des maires d'arrondissement avec qui notre majorité, Alexandra Cordoba, dans le 10e, qui ne dira pas le contraire, puisqu'une partie des maires, par exemple, du 10e arrondissement, si je prends le 10e, ont des quotas de logements sociaux. Et ces logements leur servent aussi à pouvoir loger les agents de la ville de Paris qui ne pourraient plus loger dans Paris. Donc il faut sortir des caricatures. Et d'ailleurs, dans les personnes dont vous parlez, il y avait sans doute des Français, tout simplement. Et donc, voilà. Alors, on va prendre une petite question du jeune Erasmus là, qui depuis tout à l'heure nous fait des signes de la main, et après monsieur avec les lunettes noires. Moi j'avais une question un peu plus généraliste. On a différentes personnes devant nous de différents pays. En tant qu'ambassadeur Erasmus, moi j'ai envie de dire, selon vous, c'est quoi la ville européenne de demain? Quelle est la ville idéale, la ville européenne demain, selon vous? Alors, monsieur Götting pour les Pays-Bas, et puis on va voir si c'est la même que la Belge. Allons-y. D'abord, je salue tous les étudiants Erasmus. Moi, j'ai fait l'Erasmus à Madrid, et c'était un souvenir et une expérience fantastique. D'ailleurs, c'est un programme européen qu'on devrait plus financer, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui devraient faire leurs expériences dans un autre pays d'Europe. Deuxièmement, c'est quoi la ville parfaite? Moi, je pense que ce n'est pas les mégapoles. Ce n'est pas les grandes villes, pas pour dire négatif sur Paris ou Barcelone ou quoi que ce soit, mais pour moi, une ville parfaite, c'est 250 000 habitants, avec des services bien organisés, avec beaucoup de verdure, avec une économie qui marche bien. C'est Strasbourg. Et je pense... c'est vrai. Madame Keller ne lâche rien. Strasbourg, je trouve Strasbourg, j'y vais souvent, parce qu'une semaine par mois, c'est la capitale d'Europe. Et là, vraiment, on peut prendre le vélo, on est bien. Et je pense que plus de gens en Europe vivent aussi dans ces types de villes-là. On pense beaucoup à les grandes villes, mais la plupart de la population vit dans les villes qui sont un peu plus... Mais comme elles existent, ces grandes villes, Philippe Claus, c'est quoi? Philippe Claus, est-ce que Bruxelles est quand même idéal? Bruxelles, c'est 1 200 000 habitants, c'est Oui. un peu plus grand, mais on a développé des programmes que vous connaissez à Paris, vous appelez la ville du quart d'heure, nous c'est la ville de 10 minutes, des programmes de proximité. C'est une ville multiculturelle. Moi, il n'y a pas une seule fois où je ne fais pas un discours en expliquant que la force de Bruxelles, c'est d'être la ville la plus cosmopolite du monde. En fait, la deuxième, la première, c'est Dubaï, mais comme je dis, Dubaï, c'est un peu plus artificiel que Bruxelles. Et donc, une ville où on parle plein de langues, une ville où les gens se croisent. Une ville jeune. Nous sommes la ville la plus jeune de Belgique. Et nous sommes la première ville universitaire du pays. Vous parlez du programme Erasmus. On a beaucoup parlé des smart cities, les villes intelligentes, la ville où le portable, le cellulaire permettrait de tout faire. Pour moi, la ville intelligente, c'est celle qui investit dans l'enseignement. Le premier budget de la ville de Bruxelles, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, toutes les choses que nous découvrons à Bruxelles, c'est évidemment à travers le fait de pousser le plus loin possible notre jeunesse à se former. Et en effet, les programmes Erasmus, moi je suis arrivé, je terminais mes études, ça commençait. Ah oui, vous vendez très très bien votre ville, vous allez avoir encore plus de problèmes de logement. Tout cela vont venir. Hein. Non, parce que nous sommes convaincus aujourd'hui, et nous le développons sur Bruxelles, que c'est avec notre Interland. Parce que s'il est bien connecté, notamment avec les programmes de transport public, j'invite beaucoup de gens à lire le rapport d'Enrico Letta sur le train, ce qu'il propose. Nous avons un réseau de rails incroyable en Europe, mais il est quasi impossible d'acheter un billet de train entre deux capitales, sauf Paris et Bruxelles. C'est les deux seules capitales européennes qui sont reliées directement par un train rapide. Si demain on veut que les gens bougent dans toute l'Europe, trouvent des logements facilement, il faut que nos villes soient encore mieux connectées. Et ça, c'est l'Europe qui peut le créer.
tout comme elle peut le faire sur d'autres choses. Donc moi, ma ville idéale, c'est une ville multiculturelle, dans laquelle la jeunesse a sa place et elle se développe, mais dans laquelle surtout les services de proximité, parce que même si on est une grande ville, sont réellement présents. Et on a pu le prouver dans beaucoup de villes, que cette ville de proximité, elle est aussi possible dans des villes de plus d'1 million d'habitants. Monsieur Ngacha ne veut pas laisser la fin de l'histoire à Bruxelles. Non, mais moi, je ne vais pas opposer l'avis. D'abord, Erasmus, formidable. Mais vous savez, mon cher Philippe, tu peux, grâce à Erasmus+, puisque je fais partie maintenant du conseil de surveillance, je ne sais plus, tu peux, en étant adulte, maintenant refaire un Erasmus. Donc, sachez-le, c'est plus que les jeunes. Mais non, après, je ne vais pas opposer les villes. En fait, comme beaucoup ici, je voyage énormément. En fin de compte, chaque ville a sa spécificité. Je ne dis pas pour faire plaisir aux villes moyennes par rapport aux grandes villes. Nous, les grandes villes, nous sommes, je disais, 70%, 75% des Européens y vivent. Parce que attractivité économique, l'éducation, la culture, ça concentre en son sein beaucoup de ce que les habitants viennent chercher, et surtout du travail, soyons honnêtes, principalement. Mais après, il y a des modèles de villes. Moi, évidemment, je vais défendre la mienne. J'adore ma ville, qui est pour moi la plus belle ville, évidemment, du monde. Mais ça ne m'empêche pas. Par exemple, je vais prendre une ville comme Florence. Philippe, excuse-moi, je ne parle pas de la tienne parce qu'on a des modèles finalement. Tu es à 1,2 million, nous on est à 2,2 millions. Donc, bon, à 1 million près, on a à peu près. Oui, mais ce n'est pas très éloigné. Je veux dire, l'importance est plus importante, mais on a les mêmes enjeux. Mais Florence, qui est une ville de taille moyenne, mais c'est une ville très intéressante, parce que c'est une ville très internationale, de par son activité économique, la mode, le luxe, etc. C'est une ville en même temps patrimoniale, donc historique, énormément de touristes, et en même temps c'est une ville de taille moyenne. C'est-à-dire quand on arrive à l'aéroport de Florence, on se rend bien compte, d'ailleurs très peu de... Moi je suis toujours très surpris par la rapidité avec laquelle on enregistre, on sort de cette ville. Et moi c'est une ville dans laquelle j'adore aller, en dehors de mon tropisme italien, mais j'adore aller là-bas parce que justement c'est une ville différente de celle de Paris, et en même temps qui a des atouts très forts. Il y a des écoles, il y a une école européenne exactement très réputée, voilà. Et donc je crois que toutes les villes en Europe ont des modèles finalement différents, mais extrêmement attractifs. Alors Madame Keller veut juste ajouter un mot, Caroline. Alors moi je pense que toutes les villes que vous avez citées appartiennent d'une certaine manière à tous les Européens. Et que l'enjeu, c'est que Prague, Barcelone, Paris, Bruxelles, Strasbourg, eh bien, tous les Européens en soient fiers, qu'ils aient l'occasion dans leur vie d'y aller. S'ils habitent en milieu rural ou dans une ville moyenne pas trop loin, eh bien les gens, moi je vois à Strasbourg, ils s'identifient à Strasbourg. C'est la ville où ils vont faire leurs études supérieures, où ils vont au musée, où ils vont flairer une ambiance plus internationale que chez eux. Nous, à Strasbourg, on a cette particularité, on est un centre franco-allemand, en fait. Les Allemands viennent, mais aussi tous les Européens, les Italiens du Nord adorent venir. Donc, je pense, c'est Giscard qui disait que ce qui fait un peu l'Europe, c'est que quand je vais d'une grande ville à l'autre, je me sens à la fois chez moi et ailleurs. Nos villes européennes, elles sont culturelles, elles sont intellectuelles, ce sont des repères, ce sont des musées à ciel ouvert à travers la qualité architecturale que l'on retrouve, puisque les grands artistes ont voyagé depuis le Moyen-Âge pour construire les cathédrales dans toute l'Europe, puis plus tard pour construire les bâtiments. Moi, je critique tout le temps M. Orban, le Hongrois, mais j'adore aller à Budapest voir la gare construite par Gustave Eiffel. Donc, voilà, et c'est ce que nous partageons, ce que nous avons en commun. Donc je pense qu'il faut avoir le souci qu'on vive bien dans toutes nos villes et qu'il y ait des liens écolos. Alors les liens en chemin de fer, les liens en piste cyclable, enfin que l'Europe soit fluide et que nous en soyons tous fiers, parce que c'est aussi une Europe des valeurs que nous partageons à l'échelle européenne. Alors, vous avez donné vraiment envie de voyager là, et d'ailleurs les questions s'agitent. Monsieur et monsieur là-bas. Madame, monsieur, bonjour. Et puis, moi, j'aime bien demander une question à monsieur le maire qui vient de Bruxelles. C'est le corps d'Europe. Moi, je pense, avant des problèmes de logement, d'environnement, en Europe, il y a des choses plus importantes qui s'approchent de voir des problèmes en Europe. D'abord, c'est la guerre de l'Ukraine. Et la deuxième chose, c'est l'immigration, nucléaire iranienne et conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Comment vous voyez l'Europe demain
et comment vous avez réagi? Alors l'Europe, puissance géopolitique, Fabien Oui, Keller? oui, et ce que vous dites, monsieur, est particulièrement important en ce jour où Keir Starmer, l'anglais, le Friedrich Merz, l'allemand, Emmanuel Macron, le français, Donald Tusk, le polonais président en exercice de l'Union européenne, sont ensemble à Kiev pour se battre pour la défense de l'Ukraine ensemble. Hier, le président de la République était avec Donald Tusk à Nancy. Ils ont annoncé que la protection nucléaire européenne protégerait également la Pologne. C'est le sujet de la défense européenne. Vous avez parlé des enjeux de migration. Nous y travaillons au Parlement européen. Il n'y a pas de solution magique, comme souhaite vous le faire croire, comme tente de vous le faire croire l'extrême droite. La migration, l'Europe en a besoin à cause de sa démographie, mais elle doit la maîtriser. Elle doit fixer des règles, les appliquer, mais avec humanité. Quant au nucléaire iranien, c'est un sujet qui est discuté au plus haut niveau diplomatique, mais il faut pour ça une Europe forte et nous sommes en train de la construire. Bonjour. Sur le sujet de l'Europe et de l'écologie, vous avez mentionné le train comme moyen de transport. Aujourd'hui, le train coûte plus cher que l'avion, souvent. Pourquoi déjà? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réduire les tarifs du train? Alors là, on vient sur des questions concrètes, Monsieur Gothic. Oui, pardon. Très simplement parce que l'infrastructure pour construire les trains, les rails, c'est un énorme investissement souvent pour les entreprises. Les avions n'ont pas ça. Ils ont les aéroports et un aéroport et ils n'ont pas toute une infrastructure entre les deux. Après, il y a aussi des réglementations fiscales qui ont à voir avec les avions. Ils ne sont pas taxés sur leur comment ça s'appelle, leur gasoil, sur le l'essence. Kérosène. La kérosine n'est pas taxée. On doit arrêter ça tout de suite. Parce que on parle aussi de level playing field. Et en fait, pour beaucoup de gens, maintenant, ça a plus de sens de prendre l'avion que le train. Et on voit déjà sur cette ligne Amsterdam-Paris, qui passe par Bruxelles, c'est rempli tout le temps. La demande est là. Les gens veulent. Et je pense même qu'ils sont prêts à payer un peu plus pour éviter aussi le stress d'un aéroport. Parce que le stress d'un aéroport, je ne sais pas, moi je l'ai et j'ai pris beaucoup l'avion dans ma vie, mais je préfère 1000 fois le train à l'avion. Et l'Europe est en train de mettre beaucoup plus d'argent là-dedans. Avec les TEN-T, les gros projets d'investissement. D'ailleurs, je trouve que, en fait, le budget européen est dépensé plutôt dans les pays. Moi, j'aimerais que le budget européen soit dépensé cross-frontalière, qu'on crée plus d'infrastructures qui lient nos pays. Parce que dépenser de l'argent européen quelque part en France, c'est super, mais en fait, ça ne crée pas l'Europe. Moi, je veux qu'on dépense plus en Europe et ça veut dire entre les pays, pas dans les pays. Monsieur Claus, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, deux choses. Un, dire quand même que l'initiative de Monsieur Macron est quand même extrêmement importante sur la défense européenne, pour répondre à monsieur, puisque en fait les fondateurs de l'Union avaient tout prévu en défense européenne. Et en 1954, c'est la France qui a dit non. Ici, ce que fait Macron, président Macron, est quand même un momentum historique extrêmement important. Hein. Donc, je suis socialiste, je ne suis pas du même mouvement que lui, mais je tiens à dire que ce qu'il est en train de faire, il rattrape 70 ans en fait, de blocage en défense européenne. Et je pense que c'est un moment qui va vraiment marquer l'histoire. Deux, sur le train. Mais je tenais à le dire parce que quand des choses bien sont faites, il faut pouvoir les dire. Deux, sur le train. Il faut vraiment s'inspirer. On a l'habitude dans l'Europe de commander des rapports. Je veux vraiment revenir sur le rapport d'Enrico Letta, qui n'est pas n'importe qui. Il est le président de la Fondation Jacques Delors, ici à Paris, ancien président du Conseil italien. Le train, c'est quand même l'Europe qui a empêché de créer un grand consortium. Donc là, il faut pouvoir battre aussi nos erreurs, qui était le consortium Alstom-Siemens, en disant que ça va être trop gros, ça va être un problème de libre concurrence. Du coup, 60% des trains à grande vitesse sont fabriqués en Chine. Donc on a fait des erreurs aussi. Mais on doit pouvoir s'en inspirer pour reconstruire. Vous n'êtes pas d'accord, Madame Keller, avec ça?
Je ne pense pas pour les marchés européens. Si, donc l'alliance a été bloquée entre Siemens et Alstom par la Commission européenne. Sur la fabrication, je ne crois pas qu'on achète de trains chinois. Non, mais dans l'exportation, Madame Keller, on ne va pas faire que le marché européen. On a besoin d'exporter. Pourquoi est-ce qu'on a gagné contre Boeing avec Airbus? Parce qu'on exporte les Airbus. Et donc, aujourd'hui, quand on exporte, on diminue nos coûts. Non, 60% des trains à grande vitesse dans le monde sont chinois. Et donc, c'est une erreur que nous avons faite puisque nous avions beaucoup d'avance là-dessus. Sur le train, pour diminuer le prix, évidemment, il y a le débat du kérosène, mais le but, ce n'est pas de tout faire remonter, c'est de faire baisser le prix du train. Et en effet, les infrastructures, elles existent, mais tout ce qu'il y a comme structure entre que d'acheter un simple billet entre deux villes européennes que vous avez envie de visiter, franchement, passer par une agence de voyage, c'est tellement compliqué. Vous avez quelques sites Internet qui vous permettent de le faire, mais les prix sont compliqués. Or, on a un réseau ferroviaire qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part ailleurs. Donc, en effet, miser sur le train, c'est ce qui est dans le rapport Enrico Letta, était vraiment quelque chose d'important. Madame Keller et monsieur après. Je voudrais dire sur ce point, je partage tout à fait ce qui a été dit. Priorité au train. Une absurdité, le train paye son infrastructure. Chaque billet de train, vous payez en partie le rail, l'avion ne paye pas. Souvent, les low-cost sont subventionnés. Il y a un signe qui nous vient des pays nordiques. Les jeunes des pays nordiques acceptent de passer plus longtemps et de payer plus cher pour faire des trajets en train plutôt qu'en avion, alors qu'ils sont loin. Et moi, je pense que là, il y a quelque chose de fond qui est en train d'apparaître et qui est source d'espoir et qui nous encourage, nous tous, décideurs politiques, à continuer à investir fortement pour avoir de meilleure qualité de train. Après, il y a un immense travail de coordination frontalier. Nous, on le fait beaucoup là, à la frontière franco-allemande suisse. En attendant mais de c'est faire extrêmement baisser les prix, il fructueux. faut aussi changer les mentalités. Une autre question? Il nous reste le temps pour deux questions. Monsieur là-bas et le monsieur ici juste après. Allons-y. Oui, d'accord. Bonjour à tout le monde. Merci pour représentant de la communauté européenne, Paris, tout ça. Je viens de Denton, je suis Guyane française, département européen, aussi français. Nous lançons des fusées depuis 1968 et je ne vois pas une présence européenne grande dans notre département. Nous sommes un département très vert. 98% de notre terrain est vert. La jungle amazonienne. Très rare des Européens qui connaissent notre département et peut-être qui connaissent seulement la Martinique, la Guadeloupe. Voilà. Nous avons un problème immense en Guyane, jeunesse qui n'arrive pas à finir les études. Des problèmes d'habitation, je ne parle même pas. Et d'autres choses et d'autres choses. Mais là, la question, c'est simple. Je ne vois pas une présence européenne en Guyane française. Je suis franco-brésilien. Mon père a construit la base des Guyanes, 68. Il travaillait dans la construction des Kourou aussi, de la ville, tu vois. Et on vit une vie aujourd'hui un peu difficile et hors de la réalité européenne et de la communauté européenne et Strasbourg. Totalement. C'est très intéressant, monsieur. Ce sont les régions ultra-périphériques, en effet. Alors, ne pas sentir la présence de l'Europe, ça, c'est un problème. Oui, monsieur nous sommes le premier lanceur de fusées européen. Toutes les technologies européennes, bien sûr, on connaît très bien. C'est lancé en Guyane française. Mais tout ça, il faut comprendre bien, il y a seulement 10% des Européens qui connaissent cette histoire. Vous parlez avec les Européens ici, dans tous les contextes. Kourou, ne connaît que la vie du Kourou à cause de la base spatiale. Vous ne connaissez pas notre couture, notre une réponse très rapide. Merci beaucoup, monsieur, d'introduire dans ce débat les territoires ultramarins. Des dom-tom. Je parle pour la Martinique, la Guadeloupe et tous les territoires des dom-tom. Bien sûr. Mais il y a aussi des territoires ultramarins qui sont liés à d'autres États membres. Un chiffre que j'aime beaucoup. Groenland. Il représente... C'est vrai que le Groenland a un statut très proche de la Guyane, en fait, donc un débat peut éclairer l'autre. Mais nos territoires ultramarins représentent 80% de la biodiversité marine européenne. Donc c'est, en termes d'écologie, une ressource extraordinaire. En termes de défense, cela nous permet aussi d'être à peu près sur tous les territoires, sur tous les continents et dans la plupart des océans. Donc ça, c'est extrêmement important. Et hier, nous avons organisé l'inauguration du même village européen. Attendez, je termine et après je vous passe la parole. À Strasbourg, le village européen, avec Thani Mohamed Solihi, ministre français,
et qui est élu de Mayotte. Donc on avait mis, vous voyez, les territoires ultramarins au centre de notre célébration de Mais il faut en effet rapprocher l'Union européenne encore de ses citoyens, et en particulier de la grande périphérie. Dernière question pour le jeune homme là-bas, parce que nous devons conclure après. Ça marche, ouais. En fait, moi j'ai une question par rapport à... Levez-vous si c'est possible. Ah ouais, ok. J'ai une question par rapport en fait à l'artificialisation des sols, etc. et des constructions de logements. Et en fait, par exemple, en France, en 82, selon l'INSEE, il y avait 54,3 millions d'habitants et la surface artificialisée, c'était 2,9 millions d'hectares. Et en fait, en 2019, la population a augmenté de 19% et l'artificialisation a augmenté 72%, donc ce qu'on appelle l'étalement urbain. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, par exemple, les architectes, les urbanistes, ils ont une capacité de densifier les villes, de trouver du logement dans le vacant, densification douce dans le pavillonnaire. Aussi, moi, j'aimerais lier l'enjeu local et géopolitique, c'est-à-dire que localement, on crée de l'emploi, de l'isolation, etc. On dépense moins d'énergie, donc on fait de la sobriété. Et on dépend moins de Poutine, par exemple. Isolons le logement, isolons Poutine, il y avait ce slogan-là. Donc en fait, on pourrait lier les enjeux locaux, donc sociaux, économiques, etc. Les gens qui dépensent moins d'énergie par mois, donc moins de populisme aussi. Et en même temps, on est plus résilient géopolitiquement. Donc en fait, on pourrait lier les deux. Et je pense que c'est très intéressant de lier le local, très local, parce qu'à Paris, on est très centralisé sur Paris, mais aussi le rural, qui se sent déconnecté, et le géopolitique. Voilà. Réponse Monsieur Gatcha, peut-être. Une minute. Non, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, par exemple, je suis élu du 9e arrondissement. C'est un arrondissement où il y avait énormément de bureaux. Et une des politiques de la ville, c'est de permettre la transformation de bureaux en logements. Pour éviter justement de continuer à construire aussi, de densifier les villes, il faut pouvoir réutiliser différemment un certain nombre d'espaces qui avant servaient le bureau. On sait que depuis le télétravail, et notamment votre génération utilise beaucoup le télétravail et l'a intégré comme un mode de travail. Et donc ça laisse aujourd'hui des logements, des bureaux vacants, et il faut pouvoir transformer ces bureaux plutôt que construire. Je voulais juste, et j'en ai pour une minute concernant ce que vous avez dit sur la question internationale. Moi, je tiens à souligner que ce soit Bruxelles ou Paris, elles se sont mobilisées de façon exceptionnelle, et toutes les villes d'Europe, dès le début de la guerre en Ukraine, comme elles se mobilisent dès qu'il y a une grande crise internationale. C'est ce qu'on appelle, nous, la diplomatie des villes, qui a pris un essor important. Et je voudrais dire vraiment, comme Philippe, que ce qui se passe en ce moment au niveau national, évidemment, fait par le chef de l'État, est absolument remarquable, et que nous, à notre niveau, nous essayons aussi d'accompagner cela pour plus de paix, pour plus de démocratie, et pour les défenses des valeurs de l'Europe. Merci à vous tous, merci à nos invités, vous pouvez les applaudir. Merci au Parlement européen, merci à la Commission, à la mairie de Paris, nos partenaires, merci au public pour les excellentes questions et à nos invités, bien sûr. On les a applaudis. Oui. Oui, c'est la fin de ce débat. On espère qu'il vous aura intéressé. En tout cas, ça a été vivant. Vous pouvez retrouver tous nos échanges sur les antennes de RFI et de France 24, sur nos réseaux sociaux et sur ceux de nos partenaires. À très bientôt. Merci.